Bonjour à toutes et tous dans ce nouvel entretien de naturopathie avec mon ami Gilles Dongui. Bonjour. Vous le connaissez depuis qu'on fait ces entretiens, praticien en médecine chinoise et en naturopathie et responsable on peut dire responsable éditorial Oui. hein, du blog de la naturopathie en clair. Et moi-même, Alain Tardif, président de l'Académie européenne des médecines naturelles et co-créateur d'une start-up qui va lancer une appli de prévention santé sur l'alimentation et les compléments alimentaires, l'application API. Sur mobile, hein, bien sûr. Ouais, sur mobile, et Voilà. puis il y aura une Il version y aura une version en bande Internet. Oui, interactive voilà aussi. également. D'accord. Hein. Ok. Bon, on aura l'occasion de. Oui, on présentera ça. Alors donc, là, aujourd'hui, nous allons vous présenter on va faire un petit échange sur la question des associations alimentaires. Mhm. Une question qui est vraiment très importante en naturopathie. Et pour lancer ce sujet, je vais vous raconter une anecdote il y a fort longtemps d'une de mes premières clientes. C'était en 96, ouais, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, et qui vient me voir en consultation. Et, euh, et je commence à lui expliquer au niveau alimentation comment faire pour cuisiner sain, équilibré, etc. Et elle me dit, ah bon, mais on peut mélanger les féculents et les protéines. Et je dis, ben oui. Et même au contraire, il faut absolument associer des féculents et des protéines. Sinon, vous risquez de vous carencer en protéines. Et elle me dit, ah, là c'était la révélation pour elle parce qu'elle avait des fatigues chroniques, une baisse immunitaire, de l'anémie, etc., etc. Tout un tableau de carence protéinique et une faiblesse musculaire. Et puis elle me dit, ah bah dites donc, j'avais suivi des conseils de naturopathe qui m'indiquaient l'inverse, et depuis je ne savais plus cuisiner. Mhm. Et je dis, ben, vous vous rendez compte, les plats de nos grands-mères, c'est des plats équilibrés déjà. Et avec une alimentation dissociée, vous ne pouvez plus savoir cuisiner. Donc, reprenez ces plats de grand-mère, et c'est déjà une base de cuisine importante. Alors voilà, ça c'est pour lancer cette anecdote, c'était un peu pour lancer le sujet. Euh, Toi, qu'est-ce que tu penses de cette association protéines et féculents? Alors, je suis d'accord avec toi qu'elle elle est tout à fait justifiée, mais il faut quand même faire quelques petits réglages là-dessus, hein, Mhm. voilà. Effectivement, c'est une question aussi de quantité. C'est-à-dire Oui, que bien je sûr. pense qu'à un moment donné, il faut faire attention lorsqu'on fait une association féculent-protéines, de ne pas forcer la dose sur les féculents. Voilà. Voilà. Et puis, parce que par exemple, quand vous avez des plats préparés que vous achetez en supermarché ou par internet, vous avez des plats par exemple avec de la viande et des féculents. La Mhm. plupart du temps, vous avez 3 morceaux de viande qui se courent après, Oui, et le reste est hyper chargé en voilà. pâtes, en pommes de terre, etc. Mhm. Ça, c'est pas bon, d'accord? Voilà. Parce que vous avez un apport glucidique trop important. Alors après, bien sûr, pourquoi l'association? Parce qu'on sait bien que le féculent va générer un pic d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone de la nutrition. C'est elle aussi qui va favoriser une meilleure assimilation, aussi bien des acides aminés que des glucides, hein, Oui, glucose et même des on lipides. Voilà. peut, on Voilà. peut Bon. repréciser un peu ça. Mm, En fait, qu'est-ce qui se passe mm, lorsqu'il y a association ou dissociation? mm, Ça, c'était un peu euh, le cours de Robert Masson, mm. hein, Oui, qui était c'était son gros c'est truc. son Hein. gros truc. Alors, quand on dissocie, par exemple, on mange que des protéines et pas de féculents du tout, les acides aminés issus de la digestion vont pénétrer dans le sang. Or, pour être assimilés par les cellules, ces acides aminés ont besoin de l'ouverture des canaux dépendants de l'insuline, des canaux membranaires Mm, des cellules, canaux dépendants de l'insuline, mm, et l'insuline, elle ne dépend de quoi? Bah, que du pic de glycémie. mm. Donc si on mange des protéines sans glucides, hein, sans féculents notamment, eh bien on ne va pas assimiler les acides aminés. Ces acides aminés vont On être va, on va, on orientés, va moins bien les assimiler en tout cas. ouais, moins bien, en tout cas ils vont être orientés dans un premier temps vers le foie,
via le glucagon. Le glucagon, c'est l'hormone antagoniste de l'insuline. L'insuline, hein. Et dans le foie, une partie de ces acides aminés seront transformés en glucose, ce qu'on appelle la néoglucogénèse. la néoglucogénèse. Voilà. Et Et donc, donc, il y a moins d'acides aminés disponibles pour faire la protéine. Et ça aboutit donc à un tableau de carence protéinique, Tout à fait. tout simplement. Absolument. Maintenant, il y a pour, on va dire, dans les amidons, parce on a dit dans une précédente vidéo qu'il fallait faire attention à l'excès de glucides, hein, d'accord, voilà. Quand vous faites une association protéine-féculent, dans les deux catégories, on considère qu'il y a des glucides forts, des glucides, voilà, et puis des glucides plus faibles. Par exemple, la pomme de terre ou les céréales sont des glucides plus ou moins forts, alors que la patate douce, qui a un index glycémique beaucoup plus bas, ou la carotte, c'est des glucides plus faibles. Mais ça apporte quand même des glucides, d'accord? Oui. Voilà. Donc, on peut, si on mange de la viande, par exemple, l'associer à de la patate douce ou des carottes Vichy, on a quand même un pic glycémique. Oui. Et inversement, si on prend des pommes de terre... Avec la carotte, ça reste quand même très très modeste hein, par rapport à la Oui, mais patate ça douce. va monter quand même. Hein. Oui. Si elle est cuite, hein. Oui. Les carottes sont cuites, hein, c'est bien connu. Oui. Bon. Mais bon, et pareil pour les protéines faibles, c'est les champignons par exemple, ou les oléagineux, des choses comme ça. Mais bon, après c'est la quantité. C'est sûr que si vous avez un gros steak comme ça, avec un plat de frites comme ça, Ah bah ça peut pas aller. voilà. C'est une question de dose, voilà. hein. Vous savez, Voilà. comme disait Paracel, c'est encore la phrase que j'aime bien répéter. Oui. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Bien sûr. Alors, pour moi, un plat équilibré, où on doit associer un féculent à une protéine. Tout à fait, tu as raison de dire attention à la quantité qu'on associe. Moi, je me souviens une fois en consultation, j'ai reçu quelqu'un, le midi, il mangeait 1 kg de pâtes et 500 grammes de viande. Bon, c'était beaucoup quand même, un peu trop. Un peu quand même, bon. ouais. Pour les articulations, je peux vous dire que c'était vraiment pas bon. Mais on mange 150 à 200 grammes de protéines animales, si c'est la protéine animale, pas plus. Et on va dire... il faudrait après, manger l'équivalent d'un point. ouais, l'équivalent d'un point. Alors ça va dépendre aussi de l'activité physique de la personne, bien sûr. Mais une personne lambda, qui a une activité physique moyenne, 100 à 150 grammes à 200 grammes de protéines et 50 à 100 grammes de féculents ou pâtes ou céréales, des légumes cuits autour, c'est la base. Voilà, c'est la base. Et puis cette association permet de limiter, alors paradoxalement aussi, permet de limiter le pic glycémique, parce que ça c'est un vrai problème. Donc de l'insuline, du pic glycémique, il en faut un petit peu, mais pas trop, hein, parce que sinon là on va stocker sous forme de graisse, faire de l'inflammation, etc. Donc c'est il faut quand même dire que le pic glycémique, il va pas monter trop de manière trop rapide. Normalement, il monte à 1,50 dans les 2 heures qui suivent. Voilà, au cours d'un repas, parce que si vous mangez du pain sans rien, ça peut monter plus vite. Bien sûr. Hein. Et puis si on ajoute des salades et des fibres, donc là, ça va filer dans le temps. On aura une charge glycémique plus faible, globalement, du repas. Et ça va filer dans le temps en plus. C'est-à-dire que les glucides vont être assimilés dans le temps de manière plus filée. Alors ce que je voulais préciser justement, là aussi, comme on parlait de la quantité, question apport de glucides dans un repas, je ne parle pas des repas de fête, hein, c'est une source de glucides. C'est-à-dire c'est soit du pain, soit des pommes de terre, soit ci, soit là, soit un dessert sucré, par exemple une tarte aux pommes. Voilà. Si vous mangez une tarte aux pommes, vous pouvez considérer que c'est votre apport glucidique. Oui, tout à fait, c'est l'apport glucidique, tout à fait. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce qui permet de limiter la quantité de féculents, c'est la quantité de légumes qu'on associe. Oui. Hein, et une satiété. Robert Masson, il disait souvent que pour perdre du poids, on pouvait limiter la ration de féculents à 50 grammes par repas. Oui. C'est-à-dire une petite tranche de pain ou une pomme de terre, par exemple. Hein. Et par contre, des légumes cuits à volonté, avec une protéine. Alors, lui dit protéine à volonté, c'est peut-être un peu excessif. Oui, enfin, on va dire protéines sans restriction. Voilà, 150 à 200 grammes de protéines, sans restriction, plus des légumes cuits à volonté. Et le petit bout de féculent, il ne faut pas le supprimer, il faut juste le modérer. Hein. Voilà, il faut que ce soit modéré. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, puisque je suis praticien en médecine chinoise et que j'enseigne la diététique chinoise donc, au sein de l'IEQG,
du docteur Ibrahim. On a souvent lu dans certains bouquins de diététique chinoise que les glucides, c'est la part la plus importante. C'est-à-dire que certains auteurs vont jusqu'à dire qu'il faut dans le plat 50 à 60% de glucides. Ouais. C'est faux, pour moi c'est faux, c'est pas ce que dit la diététique chinoise si on regarde bien En fait, les textes, etc. c'est de la macrobiotique mal comprise. Et en plus de ça, le plan national nutrition santé, ou les diététiques officielles, est un peu dans cette logique, mais eux ils vont dire c'est 35 à 40%. Bon, on se rapproche. Non, pour la diététique chinoise, les glucides, c'est central, mais central, c'est le point de référence du repas, ça ne veut pas dire central en quantité. Oui. Voilà. Hein. C'est-à-dire qu'il en faut. Central en qualité. Et autour, voilà, central en qualité, voilà, plutôt. Donc attention à tous ces ouais, il ne faut pas être dans les caricatures. Alors, il y a aussi l'autre problème dans les associations alimentaires, c'est les fruits. Oui. Où est-ce qu'on les place? C'est l'acidité des fruits, en fait, voilà. qui pose problème, notamment dans un repas où il y a des féculents. Ça risque. En fait, il y a deux problèmes avec les fruits. Il y a d'une part l'acidité et leur capacité à fermenter d'autre part. L'acidité, alors la plupart des fruits sont acides, sauf la poire qui est alcaline, et la papaye, qui est alcaline même, on peut dire, hein, la poire c'est alcalin, pH alcalin, la papaye et le goyave aussi, mais c'est des exceptions, mais cela dit, malgré ce sont les aliments qui fermentent. Parce que il y a deux problématiques avec les fruits. Il y a la capacité à fermenter, d'une part, et il y a l'acidité de la plupart des fruits qui vont inhiber la digestion des féculents. Tout à fait. La digestion des féculents démarre par la ptyaline salivaire dans la bouche, d'où l'importance de la mastication. Hein. La mastication, on en parlera peut-être un jour, je ne sais pas si ça mérite de faire un sujet en soi, mais bon. Alors, la ptyaline salivaire, c'est une enzyme digestive de type amylase, c'est-à-dire une enzyme qui... L'amylase, la ptyaline, on l'appelle voilà, aussi. la ptyaline, une enzyme qui va digérer les amidons. Or, cette ptyaline a un pic d'activité à pH 7. Elle conserve une activité entre pH 6 et 8. Hein, quand je dis qu'elle conserve une activité optimale. Si on va trop vers les acides pH 5 déjà, elle perd un tiers de son activité. Si on va vers pH 4, elle perd la moitié de son activité. Oui, enfin, l'estomac est très acide de toute façon. Pas au départ. Pas au départ, je suis d'accord. Pas au départ. L'estomac, il gère. Hein, voilà. L'estomac, au départ, en plus, son degré d'acidité, il faut savoir que ses sécrétions dépendent de ce qu'on consomme. Si on consomme que des protéines, il va tout de suite sécréter les acides. Hein, c'est perçu par les terminaisons nerveuses de la langue, conduit au cerveau, et le cerveau, il y a tout le système neuroendocrinien qui contrôle les sécrétions stomacales. L'estomac va sécréter les acides à ce moment-là. Mais si on démarre par les féculents, si on mange du féculent dans le repas, eh bien, il va modérer la sécrétion acide au départ, ce qui permet l'activité de la ptyaline, y compris dans le bol alimentaire stomacal, pendant encore 1 heure, 1 heure et demie. Non, mais ça, effectivement, il y a des biochimistes qui l'ont... On peut dire, et c'est ce que disait Robert Masson, l'estomac dissocie de lui-même la digestion des féculents et des protéines dans le repas. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on puisse manger, si on prend que des protéines animales, manger des fruits avec? Ah bah si on mange de la viande et de la tomate crue, la tomate étant un fruit, il n'y aura pas de problème, mais ça ne sera pas équilibré parce qu'il manque le féculent. Oui, mais si on mange des fruits, de la pomme, etc., c'est quand même un glucide, ça apporte quand même c'est pas suffisant. glycémique. C'est pas... Bon, à la limite, ça peut être une variation. C'est pas suffisant. Et puis, malgré tout, la viande dans l'estomac va mettre 1 heure et demie à être digérée. Donc, il y a quand même un problème, même un peu plus. Il y a quand même un problème, c'est que la pomme dans l'estomac, la pomme crue, va fermenter. Parce que c'est un aliment à digestion courte, à temps de digestion court. Par contre, alors, normalement, dans l'estomac, la flore, elle est quand même relativement limitée. Hein. Ah, il y a moins de... Voilà. Non, il y a 120 types de bactéries dans l'estomac. Mais ce qui peut favoriser la fermentation, c'est quand les gens ont des reflux, non pas gastro-œsophagiens, mais des reflux duodéno-gastriques. Oui. Ça arrive, et donc du coup, vous avez une flore qui est beaucoup plus importante qui vient du duodénum et de l'intestin grêle,
qui envahit l'estomac, et là, ça peut encore aggraver le phénomène de fermentation. Parce qu'il ne faut pas Il oublier y a un ça truc, aussi, hein. c'est que sur la peau des fruits, vous avez beaucoup de levure. Aussi. Hein, toute la fameuse pruine qu'on retrouve sur le raisin ou la prune, par exemple, même sur les fruits comme la pomme, la poire, etc., tous les fruits, il y a des levures sur la peau. Alors, vous allez me dire, il suffit de retirer la peau. Oui. Bon, mais oui, mais il y en a aussi à l'intérieur, hein, des levures. Vous savez, il n'y a pas plus instable qu'un fruit. On sait bien qu'un fruit cru, au bout de 3 jours, ça pourrit, ça blêtit facilement. Bon, c'est de la fermentation. Alors, hein. quand est-ce qu'il faut manger les fruits à Crus. queue et Crus. et Alors, acide? les fruits à queue crue. Tous les fruits à queue crue, hein, y compris la poire, la papaye, la goyave, y compris la tomate crue qui est un fruit, hein, Y compris le melon, y compris le melon, le c'est- pamplemousse, tout ça, ce sont des fruits. Hein. Non, le pamplemousse, le melon, la pastèque, ce sont des fruits. Eh bien, ça se mange entre les repas, c'est-à-dire à peu près 1 heure avant le repas suivant. Hein, parce que le temps de digestion d'un fruit, c'est à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure dans l'estomac. Une fois que l'estomac est vidé de ce fruit, eh bien, on peut consommer quelque chose d'autre. On peut consommer un vrai repas. Donc ça, c'est un principe très important. Et on consommera le fruit au moins 3 heures après le repas Bon, précédent. idéalement, c'est au goûter, quoi. Voilà, exactement, pour que l'estomac Ouais. soit vidé des aliments. Ouais. Donc, le moment le meilleur, c'est soit vers 11h, 11h30, le matin, soit vers 17h, 18h, l'après-midi. Hein. Et si on fait un petit déjeuner le matin où on va prendre des fruits, et puis on va peut-être pouvoir les associer à du fromage blanc, par exemple. De Ah ben chèvre, ça, on etc. peut. Alors, on peut très bien le peut matin. pas faire Alors, non. pour les gens de tempérament sanguin, par exemple, Voilà. ou Surtout en été. surtout en été, même bilieux à la rigueur, le nerveux, ça sera trop acide pour lui, mais le bilieux ou le sanguin surtout, le matin peut très bien démarrer un repas par des fruits crus, éventuellement un yaourt ou un fromage blanc, une boisson chaude en excluant peut-être le café, hein, parce que café et yaourt ensemble, c'est pas terrible, hein, mais ça, c'est acceptable. Voilà. D'accord. Et quand il fait très chaud également, moi ça m'arrive quand il fait très chaud, le midi, de ne pas manger le midi, de manger juste des fruits. Hein, Une bonne salade de tomates. Voilà. Voilà, si avec, on n'a pas faim le midi, quand il fait très chaud, et à ce moment on mange plus ce matin et un peu plus ce soir. Voilà. Et ça c'est possible. Hein. Avec la tomate, salade de tomates, vous pouvez mettre des aromates, hein, du basilic, même un peu de feuilles de salade, parce que la digestion d'une feuille de salade, c'est pas, non, très, tout ce qui est... pas très long. Ça va pas poser de soucis. Ouais. Hein. Bon. Donc ça, oui. Et c'est pareil pour les yaourts, pareil pour les fromages blancs, pareil pour le kéfir, qui sont, alors là, pour le coup, des aliments en cours de fermentation. Donc là, cela, vous prenez ça à la fin d'un repas, je veux dire que les ferments lactiques du yaourt, ils ont le gîte et le couvert. Hein. C'est-à-dire que dans l'estomac, ils vont se repaître de tous les féculents qu'il y a, et là, vous allez fermenter. Là, c'est épouvantable. Hein. On a parlé, j'ai entendu dire ça, il paraît qu'il y a un syndrome de l'éthylisme sans alcool. Oui, oui, tout à fait. Hein. Donc de Les gens qui boivent trop de jus de carotte, par exemple. Ouais, des gens Comme ça. mais des gens qui fabriquent de l'alcool dans leurs intestins. Ouais. Mais ça, c'est mauvais mélange alimentaire. Fruits crus, raisins, mangez une grappe de raisin en fin de repas. Vous pouvez faire de l'alcool avec ça, dans l'estomac et dans les intestins. Et c'est tout simple. C'est dû à ce mauvais mélange alimentaire en particulier, hein, tout simplement. Par contre, on peut très bien, donc, si on n'a pas pris de féculents au repas, manger une tarte aux pommes, les pommes étant cuites, Alors les perdent fruits leur cuits, acidité, etc. les fruits cuits ne posent beaucoup moins de problèmes parce que d'abord, on a tué les ferments, les levures qu'il y avait sur la pomme, et d'autre part, on a détruit l'acidité de la pomme. Alors il y a des fruits qui nécessitent une cuisson beaucoup plus longue, comme les abricots. On sait que les abricots, vous les cuisez 20 minutes, ils sont plus acides. Il faut les cuire plus longtemps. La tomate, c'est pareil, il faut les cuire plus longtemps, au moins 1 heure. Je connaissais même un Italien qui me disait, moi je considère que la tomate, la sauce tomate, si elle n'a pas cuit 8 heures minimum, on ne peut pas l'ajouter aux pâtes. Ah ouais, sinon c'est trop acide. Voilà, c'est trop acide. Il avait tout à fait raison. La sauce tomate, d'ailleurs, à l'italienne, la vraie sauce tomate, elle est faite comme nous, on fait des confitures.
Et sans la peau et sans les pépins. Sans la normalement. peau, sans les pépins, Ouais. mais surtout Ouais. comme on fait les confitures, en cuisson longue, Mm. en cuisson très longue. Alors, si vous voulez cuire des abricots, des tomates en détruisant l'acidité et pas faire une cuisson longue, vous pouvez utiliser du kudzu ou du bicarbonate de soude. Mm. Ça va tamponner l'acidité de ces aliments-là. Hein. Pareil pour la rhubarbe d'ailleurs, qui est acide. Hein. Un peu, ouais. Voilà. Hein. Très bien. Bon, Eh ben voilà. je crois qu'on a fait le tour. Hein. J'espère que vous profiterez des fruits de notre réflexion. Voilà, les fruits crus de notre réflexion, peut-être bien cuisinés. Voilà. Merci de votre attention. À bientôt!